Bonjour. L'émission d'aujourd'hui se déroule en deux parties. D'abord, je vais vous lire un texte qui contextualise, qui plante le décor de cette affaire dont nous avons tous entendu parler très récemment. Et puis, dans la deuxième partie, nous ferons une interview de deux témoins clés de cette affaire. C'est parti. Une affaire française de pédocriminalité sur fond de véritable trahison institutionnelle défraye la chronique et déchaîne les passions en ce début d'année 2023. Il s'agit évidemment de l'affaire Camille, du nom de la fille de Priscilla Majani, qui s'était réfugiée clandestinement en Suisse avec l'enfant pour échapper à la justice française dans le but manifeste de la protéger. Priscilla Majani, officier ingénieur de la Marine nationale française, avait en effet pris le maquis avec sa fillette, alors âgée de 5 ans en 2011, convaincue que l'enfant était la proie de son ex-conjoint Alain Chauvet. Mais ce dernier avait été immédiatement mis hors de cause par la justice française dans le cadre des accusations de viol sur mineurs de moins de 15 ans par ascendant direct qui le concernaient. En effet, la justice avait classé l'affaire en 48 heures sans réelle enquête, après avoir rejeté sans examen les évidences qui accablaient formellement Alain Chauvet, ainsi que le témoignage explosif de la fillette. Et fort de ce classement sans suite express, cette même justice se détourna contre Priscilla Majani, qui se retrouva brutalement poursuivie pour non-représentation d'enfants et dénonciation calomnieuse. Non-représentation d'enfants, car en attente d'une suite judiciaire au signalement fait à la police et qui ne vint jamais, la maman protectrice appliquait le principe de précaution en ne remettant naturellement pas l'enfant lors de la garde alternée à celui que la fillette désignait comme son violeur. Dénonciation calomnieuse encore, car la justice française, dans sa logique douteuse, estimait que si le géniteur de l'enfant était d'office au-dessus de tout soupçon et que donc la fillette mentait, il s'agissait d'une machination de la mère dans le cadre d'une séparation de couple conflictuel. Ainsi, Priscilla Majani devenait la manipulatrice calomnieuse et Alain Chauvet devenait sa victime. Avec un tel ahurissant retournement de situation, la justice entendait non seulement réprimer judiciairement Priscilla Majani, mais aussi, au comble de tout, lui prendre Camille pour la livrer à la garde exclusive de son géniteur, manifestement intouchable. Lors d'une surréaliste garde à vue de l'officier ingénieur Priscilla Majani, la police avait tenté de rapter sa fillette à son domicile, ce qui avait échoué car la grand-mère maternelle l'y avait récupérée en apprenant que Priscilla avait été amenée de force au poste de police. Accusé de mentir et de manipuler la parole de sa fillette, l'ingénieur militaire était alors emmené de force, menottes au poignet, devant une experte psychiatre supposée expliquer une telle conduite. La dite experte décréta en quelques minutes que le capitaine Priscilla Majani, pourtant habilité très secret défense, de par ses fonctions extrêmement sensibles au sein de l'armée française, était une désaxée à traiter médicalement. À l'issue de cette inique garde à vue, dont Priscilla Majani ressortit malgré tout, la situation était claire pour elle. La fuite avec l'enfant, sur fond de sacrifice définitif de sa prestigieuse vie sociale, devenait alors sa seule alternative pour la protéger du pire, mais aussi pour échapper à l'internement psychiatrique. Une longue traque commença alors pour la petite Camille et sa mère, protectrice, présentée quant à elle d'office par les médias traditionnels comme une hors-la-loi, une déséquilibrée hystérique voulant seulement nuire à son ex-conjoint et le priver de son enfant. Au bout de 11 années de clandestinité, dont 5 en Suisse, Priscilla Majani était finalement interpellée en février 2022, le 22 février 2022, par la police cantonale du canton de Vaud, alors qu'elle circulait en voiture sans sa fille Camille, devenue une adolescente de 16 ans et demi. Priscilla Majani faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour le principal chef d'accusation d'enlèvement de sa propre fille, ainsi que dénonciation calomnieuse et non représentation d'enfants. Elle passa alors 5 mois dans une prison suisse avant d'être finalement extradée en France en août 2022 pour y être incarcérée, jugée et écrasée par une ahurissante condamnation. Camille, quant à elle, restait sous la protection du canton de Vaud, comme elle avait été scolarisée plus d'une année révolue et avait dépassé le cap de ses 15 ans. La Constitution suisse ne permettait pas qu'une suite favorable
soit donnée à la demande d'extradition de Camille exigée par le géniteur et formulée par la justice française. En outre, Camille refusait catégoriquement tout contact, même par téléphone, avec Alain Chauvet, son géniteur. Le 16 septembre 2022, Priscilla Majani fut donc condamnée en première instance à 5 ans de prison ferme et à 50 000 € de frais de dommages et intérêts à verser à son ex-conjoint. Le procès avait été révoltant, avec la partialité virulente de la présidente du tribunal, qui refusa d'entendre les témoins à décharge et d'examiner les diverses pièces de la défense, interdisant même à l'avocate de la défense de terminer sa plaidoirie. Priscilla Majani fit donc immédiatement appel de ce jugement. Entre l'audience en première instance et celle en cour d'appel, Camille, qui avait réitéré ses accusations glaçantes contre son géniteur, porta plainte devant les autorités suisses contre ce dernier pour violences psychologiques, violences physiques et violences sexuelles. Plainte étayée avec des détails odieux. Également, quelques témoins clés vinrent s'exprimer à la barre en faveur de la défense. D'un côté, ce fut la directrice qui avait suivi Camille, scolarisée sous anonymat jusqu'au cursus scolaire du gymnase, qui avait fait le déplacement pour défendre l'adolescente, brillante scolairement, épanouie et parfaitement équilibrée. D'un autre côté, la première épouse d'Alain Chauvet, ainsi qu'une des 3 enfants de ce premier mariage, dont les témoignages avaient été écartés des débats en première instance, vinrent témoigner de la tyrannie et de la terreur qu'elles avaient vécue avec Alain Chauvet, décrivant un climat violent et extrêmement malsain. Le profil du brave père de famille éploré et calomnié s'effondra, laissant place à celui d'un tyran, brutal et pervers. Du reste, la perversion de l'individu était déjà mise en lumière à travers l'enquête réalisée en 2011 par l'activiste Stan Mayo, lors des tout premiers jours de la cavale de Priscilla Majani et de sa fille Camille. Il s'agissait de la publication, avec l'interview choc de Camille à ses 5 ans. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est toi qui es à côté? Je mets le zizi dans le trou des fesses. Tu mets le zizi dans le trou des fesses? De séries de photos à caractère pédopornographique qu'Alain Chauvet avait prises de sa fille lorsqu'elle n'était qu'un nourrisson. Des éléments que la justice aurait dû prendre en compte comme éléments graves et concordants dans le cadre d'une enquête pour viol sur mineur par ascendant direct, qui n'avait donc jamais été ouverte. Malgré ces témoignages accablants, malgré la plainte formulée depuis la Suisse par Camille du haut de ses 17 ans, Priscilla Majani a été condamnée en appel à 2 ans et 9 mois de prison ferme sans possibilité d'aménagement de peine, ainsi qu'à verser 30 000 € au géniteur de Camille. Après pas moins de 40 jours de délibéré, l'effarant verdict tomba le 4 janvier 2023 à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sous les huées d'un comité de soutien à la courageuse mère de famille venue organiser un événement ce jour-là afin d'accueillir la sentence. Au comble de tout, une autre victime d'Alain Chauvet avait porté son écrasant témoignage la veille de l'énoncé du verdict le 3 janvier 2023. Fait que les médias traditionnels vendus à la cause d'Alain Chauvet depuis le début tentent d'étouffer. Fait manifestement pas plus pris en considération par les magistrats français que les autres éléments à charge qui accablent l'individu. Pour la petite histoire, c'est une femme qui rapporta comment elle avait été agressée sexuellement par Alain Chauvet lorsqu'elle n'était qu'une enfant de 14 ans. Heureusement, sans que ce dernier n'ait pu passer à l'acte au-delà des tentatives appuyées. Ce témoignage révèle qu'en outre, l'enfant n'était pas la seule à avoir subi de tels assauts abjects de la part de ce même Alain Chauvet, au demeurant 27 ans plus âgé que Priscilla Majani. Peut-être d'ailleurs est-ce ce témoignage surprise de dernière minute qui, comme le décrypte Stan Mayo dans une vidéo récente, a conduit les magistrats à se perdre dans un pataquès invraisemblable autant que scandaleux. En effet, la partie de l'accusation traitant de dénonciation calomnieuse avait finalement été abandonnée par les magistrats de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence avec une relaxe de l'accusé pour cette poursuite.
Or, cela revient à reconnaître implicitement le fait qu'il ne s'agissait donc pas d'une machination perpétrée par une mère indigne cherchant à nuire à un ex-conjoint, ce qui, depuis le début, était asséné avec force par la justice française pour enfoncer Priscilla Majani, avec le concours très actif de la presse mainstream de France. Non, il est ainsi reconnu par ceux-là même qui renvoient une innocente femme en prison pour près de 3 ans qu'elle a agi honnêtement et courageusement en parfait état de nécessité, vu que la justice n'entendait pas entendre la parole de l'enfant, mais au contraire livrer celle-ci à son tortionnaire. Les questions qui nous taraudent donc sont les suivantes. Pourquoi donc Priscilla Majani est-elle emprisonnée alors même que, comme le souligne Stan Mayo, les magistrats eux-mêmes ont effacé l'élément moral qui est indispensable pour établir la constitution de la dite infraction de soustraction de mineurs, la prétendue dénonciation calomnieuse contre Alain Chauvet. S'agit-il vraiment de justice ou s'agit-il de représailles criminelles, voire même d'un exemple de terreur d'inquisition, pour reprendre là encore la conclusion de l'activiste Stan Mayo? Pourquoi les autorités suisses ont-elles refusé d'accorder la protection de la Suisse à la mère de famille et ainsi choisi de la livrer à la justice française? Pourquoi les autorités suisses ne se sont-elles pas opposées à son extradition? Pourquoi encore les autorités suisses ont-elles, elles aussi, refusé d'office d'examiner le fond de l'affaire de viol sur mineur par ascendant direct? Pourquoi nos autorités ont-elles ainsi refusé, elles aussi, dans un premier temps, de prendre au sérieux les dénonciations de Camille réitérées lors de l'emprisonnement de sa mère en Suisse? Enfin, quelles sont les leçons que notre collectivité doit tirer de cette tragique et scandaleuse affaire de persécution de maman protectrice, de pure trahison judiciaire, France comme Suisse étant concernée sur fond de protection de pédocriminels incestueux? Comme le dénoncent Stan Mayo et Jeannette Zeman, depuis leur vie clandestine et depuis de nombreuses années, l'affaire Camille est très loin d'être un scandale exceptionnel et isolé. De même, ils affirment que rien d'autre ne peut sauver un enfant victime de pédocriminalité en France que sa soustraction. Soustraction aux pédocriminels, soustraction au système sociétal et à son système judiciaire formellement actif pour couvrir la pédocriminalité en général et les réseaux de notables pédocriminels. Il existerait, selon Stan Mayo et Jeannette Zeman, un véritable complot contre l'enfance à travers ce qu'ils désignent de protection institutionnelle et d'État de la pédocriminalité. Phénomène ou fléau qui rentrerait carrément dans un cadre civilisationnel pour le nouvel ordre mondial. Alors, complotisme primaire ou bien complot avéré contre l'enfance? La fuite en clandestinité avec son enfant est-il vraiment le seul moyen de le protéger de ce qui serait alors un vaste réseau sociétal de pédocriminalité organisée et de trafic d'enfants? À l'aune de cette explosive affaire Camille, au moment où le comité de soutien pour sa courageuse maman lance ce débat interdit en brandissant le hashtag « J'aurais fait comme elle », parlant de la prise de maquis de Priscilla Majani, rejoint dans un tel message par de plus en plus de monde et de célébrités françaises, nous avons choisi, quant à nous, d'ouvrir le dit débat interdit. Il nous paraît légitime à double titre de commencer par donner la parole à ce couple si controversé et sulfureux de lanceurs d'alerte, Stan Mayo et Jeannette Zeman. Ce sont eux qui, depuis plus de 15 ans de lutte clandestine, dénoncent à total contre-courant la protection institutionnelle de la pédocriminalité et affichent cette position si radicale et controversée quant à la nécessité de partir en clandestinité pour protéger tout enfant de la pédocriminalité et donc du système. Ce sont eux également qui sont à l'origine de l'éclatement du scandale de l'affaire Camille et qui ont aidé Camille et sa mère Priscilla à fuir la France, puis qui les ont protégés dans les premiers mois de leur cavale sans frontières, ce qu'ils revendiquent sans état d'âme pour renforcer leur position. Voilà, maintenant que nous avons planté le décor, nous allons passer à la deuxième partie de cette émission, qui est la partie interview avec les 2 témoins clés dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Bonjour Stan et bonjour Jeannette. Et Bonjour, bonjour Chloé. Chloé. Merci d'être avec nous pour approfondir l'affaire Camille. Merci également à François de Siebenthal de s'être joint à nous. Bonjour à tous. Bonjour François. Bonjour François. Quel plaisir de te voir avec nous. Mais oui, voilà. Toi qui reviens de si loin. Et Merci. oui, de très loin. Merci de me faire cet honneur. Voilà. À votre service. La première question que j'ai envie de vous poser, Stan et Jeannette, c'est comment avez-vous rencontré Priscilla Majani et sa fille? En 2011, on a été contacté par une personne qui était au courant de sa situation, de la situation de Priscilla, qui était déjà dans la nature, si je puis dire, avec Camille, en sortant de sa garde à vue. Elle était partie avec sa fille dans la nature, sans savoir quoi faire, sans savoir où aller. Et cette personne qui était au courant de cette situation nous a contactés en cherchant de l'aide pour eux. Parce que cette personne, activiste aussi, connaissait un peu le travail que nous avons fait toutes ces années et les enquêtes qui étaient en cours déjà à cette époque-là pour justement dénoncer la protection institutionnelle de la pédocriminalité en France. Et donc cette personne nous a contactés et Stan a répondu. Et Oui. donc on a été mis en contact. C'était assez buesque comme situation parce qu'en fin de compte, contrairement à ce que tout le monde peut s'imaginer, nous n'étions pas du tout cette organisation clandestine avec tout un gros réseau de... Non, pas du tout. On est, comme toujours, on était depuis 2007 dans cette situation de clandestinité nous-mêmes. On a reçu un email un jour sur une boîte qui était un petit peu trop visible, donc de la part d'une activiste, qui nous a informé du fait qu'il y avait une maman protectrice qui était tout récemment en cavale, dans une situation dramatique. Et le premier réflexe qu'on a eu, c'est de se dire, bon, vu la maladresse avec laquelle on a été contacté par email, c'est peut-être un piège. On a un petit peu hésité. Et puis on s'est dit, non, quand même, s'il y a réellement une petite fille de 5 ans qui est dans cette situation avec une maman, alors deuxième échange d'emails pour en savoir un petit peu plus sur l'affaire elle-même. On a eu quelques petits éléments d'information et on a décidé donc d'aller au contact en prenant des précautions. C'est-à-dire que là, ce n'est pas nous qui sommes allés directement les voir dans leur planque en France. On a envoyé un copain dont on ne peut malheureusement pas citer le nom forcément, qui s'est occupé donc de préparer avec nous l'évacuation de Priscilla Majani et de sa fille Camille, afin que nous le récupérions dans un pays limitrophe, donc en clandestinité, qui était la toute première chose à faire. Donc ça, c'est intervenu en 2011, dans les tout premiers jours de la cavale de Priscilla Majani et de sa fillette Camille. Et le cadre dans lequel nous étions, nous, déjà à ce moment-là, c'était celui de faire ces enquêtes. Oui, et c'est croustillant parce que nous-mêmes, je veux dire, c'est quand même bizarre parce qu'on était nous-mêmes en clandestinité. Parce que toi, tu avais un mandat d'arrêt pour dans l'affaire Vincent, européen d'ailleurs, et de nous contacter pour aider d'autres personnes dans une situation où nous-mêmes sont déjà en clandestinité, enfin, il faut le faire. Hein? Une sacrée dose de courage en tout cas. Enfin, bref, la personne a bien fait. Aujourd'hui, on est très content que cette personne ait, même si c'était un petit peu maladroit par email, le résultat final, malgré la mise au martyre de Priscilla Majani, qui est emprisonnée, Camille étant sauvée, je pense que... Mission accomplie. Voilà, c'est avec du recul malgré tout très satisfaisant parce que c'est exceptionnel qu'une enfant s'en sorte de la sorte. Et assez rare, si j'ai bien compris. Hélas, oui. Est-ce que justement, Priscilla était au courant de vos activités d'alerte de la pédocriminalité, de la protection institutionnelle de la pédocriminalité? Est-ce qu'elle a pu s'en inspirer pour agir Non, comme elle l'a fait? Elle ne connaissait pas nos travaux au départ. Elle pensait encore en 2011 qu'elle allait trouver un acteur judiciaire ou politique qui va restaurer le droit de Camille.
Elle allait trouver quelqu'un exactement comme nous en 2007 dans l'affaire Vincent. On pensait aussi qu'on va bien trouver quelqu'un dans tout un pays, jusqu'au président de la République à l'époque, hein, qui va restaurer la justice. Et à l'époque, on n'a pas trouvé. Et malheureusement, Priscilla Majani non plus, elle n'en a pas trouvé. Elle était dans la même situation que celle dans laquelle nous étions, nous, quelques années en arrière, l'affaire Vincent, à part que Vincent n'était pas notre enfant, et que j'avais organisé la clandestinité de Vincent avec sa mère et sa grand-mère. Et au tout début de cette affaire Vincent, j'avais quelque espoir, effectivement, de trouver quelque acteur judiciaire ou politique qui puisse restaurer les droits de cet enfant. Et Priscilla Majani, non, pour répondre très clairement à ta question, Chloé, ne nous connaissait même pas, d'ailleurs. Pas du tout. Elle ne risquait pas d'être inspirée par nos travaux d'enquête, d'une part qui n'étaient pas encore publiés. Il y avait simplement, nous n'étions connus comme activistes contre la pédocriminalité qu'à travers l'affaire Vincent, qui était encore assez récente, hein, de 2006. Et la fameuse enquête, le cadre d'enquête pour mettre en lumière la réalité de la protection institutionnelle en France était en cours. Et donc forcément, Priscilla Majani allait être un sujet parmi ceux que nous étions en train de récolter. C'était une évidence. La première chose à faire, c'était de la prendre en compte avec son enfant. Il faut dire qu'elle était un peu perdue et on le saurait à moi, mais elle avait eu ce réflexe magnifique de mère protectrice, de prendre le maquis, qui est vraiment le bon réflexe. Et du reste, c'était une situation vraiment très dangereuse, puisqu'elle se demandait si elle pouvait avoir effectivement des gens dans le milieu judiciaire ou politique ou autre qui pourraient lui venir en aide. Donc ça aurait pu être absolument tragique que Priscilla Majani ne tombe pas sur nous, ne nous rencontre pas à ce moment-là, parce que la seule chose qu'il y avait à faire, c'était de l'aider à déjà avoir une clandestinité un petit peu plus sécure, parce qu'en plein centre de la France, c'était voué à être repris très vite, et puis surtout, d'être conseillé. Et là aussi, c'est quelque chose qui est très important, c'est quand on prétend venir en aide à des parents protecteurs, c'est de savoir un petit peu de quoi on parle. C'est ce qu'on reproche de façon générale aux associations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre, c'est ce que nous démontrons depuis des années, il n'y a pas d'autre mode opératoire pour protéger un enfant de la pédocriminalité, hélas, en France, que de prendre le maquis. Et donc, nous l'avons un petit peu briefé dans les tout premiers temps de notre présence avec elle, pour lui expliquer comment ça se passait en France, au niveau des enfants martyrs et des parents protecteurs brisés systématiquement par l'institution judiciaire, qu'elle n'avait strictement rien à attendre de quelque autorité politique ou judiciaire que ce soit, surtout pas dans notre pays des droits de l'homme, sous occupation d'une organisation criminelle. Et puis donc voilà, nous sommes restés quelques mois avec elle pour qu'elle puisse avoir les premières notions, les bons réflexes pour organiser sa vie clandestine. Et nous en avons profité pour faire cette fameuse double interview d'elle-même et de la petite Camille, lorsqu'elle avait 5 ans. Est-ce que vous étiez conscient? Vous auriez pu être accusé. Ben, il faut s'attendre à tout, hein, avec la justice française. Et on est en effet, François, pas à l'abri d'une nouvelle accusation, parce qu'on sait maintenant comment ça se passe. Hein. En France, on veut protéger un enfant et on est présenté et traité comme le pire criminel. Mais on ne peut pas se le permettre de ne pas aider non plus. Donc effectivement, oui, nous sortions d'une affaire comme celle-là, où moi-même, l'affaire Vincent, j'avais été donc jeté en prison et condamné à 1 an de prison ferme pour soustraction de mineurs, alors que j'avais accompagné une maman et même la grand-mère de l'enfant avec l'enfant, alors que la mère avait encore la garde, pour l'affaire Vincent qui était quand même assez lourde. Donc il est évident qu'à partir du moment où on va venir en aide à une autre maman protectrice qui, celle-là, était vraiment sincère et très courageuse, pour qu'elle puisse prendre le maquis avec son enfant, immanquablement, nous allions être ciblés
notre dos est large, comme étant à minima complice de cette soustraction de mineurs. Bien. Cela étant, c'est très bien qu'on parle de toutes ces notions-là, parce que soustraction de mineurs, en réalité, c'est une infraction dans le code pénal, mais il s'agit, le cadre réel de ce type d'action d'une maman protectrice, c'est dans le droit pénal, ce que j'explique depuis le début, c'est très simple, c'est l'état de nécessité. Article 122.7 du code pénal. C'est la première chose qu'un avocat doit dire, et c'est même pas la peine d'aller plus loin, et les avocats ne le font quasiment jamais. Et c'est ce que nous avions relevé donc, quand on avait fait l'interview de Priscilla Majani à l'époque. J'avais relevé, j'avais mis un petit bandeau pour décrypter un peu ce qu'elle décrivait, pour dire que son action était parfaitement légale, prévue par la loi, dans le cadre de l'état de nécessité. Alors malgré ça, on sait bien évidemment qu'on va être poursuivi, inculpé, avec une nouvelle machination judiciaire. Et ça a été très rapide, alors pas au niveau judiciaire, du moins pas pour ce que nous en avons su, mais déjà dans les médias traditionnels, nous étions le couple de kidnappeurs d'enfants qui avait... Moi, j'étais chef d'une organisation, gourou d'une organisation qui organisait les kidnappings d'enfants. Nous avions 7 petites victimes à notre actif, dont Camille. Enfin, voilà. Donc oui, pour répondre à ta question, nous étions parfaitement conscients du risque. Je crois que c'était ça ta question. Oui. Du reste, ce risque est toujours, maintenant que la maman a été condamnée, ce qui est absolument scandaleux, évidemment, oui, il y a ce risque, et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles aussi nous sommes à nouveau dans cet état de clandestinité nous-mêmes, d'être poursuivis pour complicité de soustraction de mineurs, alors qu'il n'y a pas le moindre, comment dire, il n'y a pas le moindre élément moral pour constituer l'infraction en question. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de mères qui ont réussi à sauver leur enfant? Est-ce qu'il y a d'autres affaires de succès ou c'est tout des échecs où les enfants sont remis aux prédateurs? Question douloureuse, François. Nous, on connaît que des échecs en fait. Ouais. Mais c'est déjà un grand pas en avant pour la mère qui comprend qu'il n'y a rien à attendre au niveau judiciaire. Parce que depuis le rapport de l'ONU de 2002-2003, rien n'a changé, qui a déjà dénoncé ce climat de terreur d'État, hein, avec ses mots diplomatiques, il a exprimé la même chose que nous, mais déjà 20 ans en arrière, ça a été dénoncé, qu'il ne s'agit plus d'une justice, on ne peut plus parler de justice, et on tourne rond. Donc on peut dire que l'affaire Camille et Priscille, c'est un succès partiel, mais c'est quand même un succès, parce que la fille est à l'abri grâce aux autorités suisses, qu'on remercie. Mais ça ne va pas à 100% dans le bon sens, ça va en partie dans le bon sens, mais c'est le premier cas de succès. On peut dire ça? À notre connaissance, ouais. Oui. C'est un cas absolument exceptionnel. L'affaire Camille, du nom donc de la fille de Priscilla Majani, est une affaire exceptionnelle dans le sens où déjà la maman a eu le courage de partir en clandestinité et de flanquer en l'air une très prestigieuse position sociale, en sachant qu'elle allait être traquée pendant des années tant qu'elle tenait. Donc un courage pareil, il faut vraiment en reparler et le saluer, c'est exceptionnel. Et d'arriver vraiment à de tenir aussi longtemps, c'est exceptionnel. De scolariser l'enfant dans une situation de clandestinité, il faut imaginer ça, il faut le faire, voilà. Il faut arriver à ça. Et donc c'est en cela aussi que l'affaire est absolument exceptionnelle, puisqu'il y a ce succès au bout, ce succès pour Priscilla Majani. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un succès partiel. Son objectif, c'était de sauver son enfant. Elle y est arrivée. Bravo. Voilà. En ça, effectivement, oui, l'affaire de Priscilla Majani et de sa fille Camille est absolument exceptionnelle. Elle est très belle. En revanche, hélas, ces affaires-là, ça se compte par dizaines de milliers par mois en France, où des parents protecteurs sont persécutés, brisés, que ce soit dans le cadre de dénonciation d'un enfant qui est victime de viol par un géniteur ou même par un acteur social, où le système judiciaire systématiquement, dès qu'il est saisi par les parents protecteurs trop naïfs, se met en branle pour se retourner contre les parents protecteurs et les enfants martyrs,
pour finalement toujours le même schéma, envoyer les parents protecteurs en prison avec des accusations fallacieuses de dénonciation calomnieuse, de non-représentation d'enfants, de soustraction de mineurs quand la maman ou le papa essaie de partir en cavale, voilà, pour ensuite remettre l'enfant martyr à son bourreau. Quand il s'agit d'une dénonciation visant un acteur social quelconque, enfin quelqu'un d'extérieur à la famille, c'est plus ou moins le même canevas qui se produit, c'est-à-dire que l'enfant va être arraché au milieu parental, protecteur, pour être mis dans un foyer où très probablement il sera violé par des adolescents très perturbés, étant passés par là aussi, ou carrément des gens travaillant dans ce milieu-là. Voilà. Donc il y a ça, il y a aussi en termes de, parlons, employant les mots qui conviennent, c'est un crime contre l'humanité qu'il y a en France depuis au moins 25 ans que cela a été dénoncé. Tous ces cas de placement abusif d'enfants, et ça se compte par dizaines de milliers chaque mois. Il y a quelques années, on avait le chiffre de 170 ou 180 000 placements d'enfants par an en France, qui étaient reconnus officiellement la moitié comme étant des décisions de justice abusives. Ouais. Donc ça veut dire que nous sommes confrontés à un véritable plan d'enlèvement d'enfants pour les briser. Sous tous les prétextes, hein, c'est Oui. ça. On a eu les mêmes affaires analogues en Suisse. Hein. Il y a eu aussi beaucoup de scandales d'enlèvement d'enfants aux parents dans l'histoire suisse depuis plus de 25 ans. Ouais. Et j'ajoute qu'il y a eu des histoires sordides de prédateurs au sein de la magistrature, Absolument. des personnes qui ont violé des enfants, qui n'ont pas eu de peine, qui ont été acquittées, notamment en France. Je pense à ce cas d'un homme de 28 ans qui avait violé une fillette de 11 ans, qui a été juge à acquitté Dijon. aux assises au Autre chose. prétexte, le juge c'est aussi une autre histoire dont on parle après, mais au prétexte que la fillette aurait été consentante, donc aucune peine en assises, et puis cette affaire du juge dijonnais, donc à Dijon, qui avait mis sa fille de 12 ans en pâture sur un site libertin pour consommation, mais comme ça n'a pas été suivi d'effet, il n'a été condamné qu'à 2 ans avec sursis. Est-ce qu'on ne voit pas un deux poids, deux mesures crasse entre ce qui s'est passé pour Priscilla Majani, qui a voulu protéger son enfant, qui a pris 2 ans et 9 mois ferme, et ces personnes qui s'adonnent à des pratiques, Évidemment. Et là, honteuses et scandaleuses et qui n'ont rien. c'était Avec effectivement un juge en plus. Oui, C'est c'est un un juge aux affaires familiales. Oui, et après, absolument. on s'étonne qu'il n'y a pas de justice pour les enfants violés. C'est un peu normal, hein? Du sursis, rien que du sursis. Oui, je crois que c'est un vice-président du tribunal de Dijon, responsable du pôle des affaires familiales, Exactement. qui évidemment a été couvert et protégé par ses pairs. Quoi de plus naturel, puisqu'en fin de compte, ce que nous démontrons depuis des années, c'est que la magistrature française, pour ne pas parler que de la France, est organisée pour protéger la pédocriminalité et permettre sa propagation. Il s'agit d'un véritable plan de perversion de l'humanité. C'est pour ça que nous parlons, nous, franchement, de complot contre l'humanité à travers l'enfance, avec 2 tirs croisés, la protection institutionnelle de la pédocriminalité, avec tous ces raptes d'enfants aussi, pour les placer dans des foyers où ils se font violer, et l'offensive de la révolution du genre, qui frappe dans les écoles très violemment. Et puis, il faut parler aussi de ce qui se fait au niveau législateur, puisqu'on parlait de relations sexuelles consenties avec un enfant dans l'affaire que tu soulevais. La loi Schiappa de 2018, Marlène Schiappa, l'écrivain pornographe qui a été donc mis en place dans le gouvernement Macron et qui en 2018 a sorti une loi qui permet aux magistrats, moi je les appelle les ignobles en robe noire, excusez-moi, donc je vais dire les ignobles en robe noire, eh bien de cuisiner un enfant lorsque celui-ci dit qu'il a été violé par un adulte dans le milieu familial ou extérieur à la famille, de cuisiner un enfant pour pouvoir faire ressortir l'état de sa capacité sexuelle, de façon à pouvoir définir si l'enfant, en fin de compte, n'aurait pas été consentant à des relations sexuelles avec un adulte.
Voilà, ça, c'est la loi Schiappa. Donc ça veut dire qu'en France, il y a une véritable terreur d'État pro-pédocriminel, et c'est encore plus violent et visible depuis qu'il y a l'autre MK Ultra là, de Emmanuel Macron à la tête de l'État, avec toute sa bande de dégénérés. L'autre violeur d'enfants qui était au ministère de l'Intérieur dans le gouvernement précédent. Dupond-Moretti, c'est la cerise sur le gâteau, qui était, rappelez-vous, l'avocat qui cuisinait les enfants dans le procès d'Outreau pour pouvoir après qu'il les retraumatisait psychologiquement pour pouvoir après établir le fait que les enfants martyrs mentent et il ne faut plus écouter la parole de l'enfant. Voilà, donc en France, ce climat que nous dénonçons depuis des années de protection institutionnelle de la pédocriminalité, il est devenu vraiment quasiment à jeu ouvert d'une évidence violente, effroyable. Est-ce qu'on ne peut pas penser que c'est même un problème qui dépasse de loin les frontières de la France, qu'on voit notamment le scandale des cabinets de conseil McKinsey qui conseille le monde entier dans ces politiques atroces du Covid et des soi-disant vaccins, alors qu'un rapport Kinsey, comme par hasard, c'est pas McKinsey, mais c'est Kinsey tout court, prépare les abus sexuels sur les petits-enfants en introduisant cette notion de consentement, en la diffusant dans les écoles de manière obligatoire, et ceci dans le monde entier. Tu fais allusion à Alfred Kinsey, qui dans les années 50 avait effectivement, c'est un des pères fondateurs de la révolution du genre. C'était un grand détraqué qui a mis fin à ses jours, je crois, en se tranchant les testicules. Donc c'était un grand détraqué qui était financé par les Rockefeller, là aussi dans le cadre de la révolution du genre. Et qui violait des bébés. Qui violait des bébés. Sortir après que c'était pour définir que en fait les cris pendant un viol d'un bébé c'était des orgasmes. Hein. C'est ça qu'il a sorti comme idée après. C'est très bien de rappeler que la révolution du genre donc part de ce genre de détraqués mentaux, que c'est absolument effroyable, abominable, et oui que c'est un problème mondial. Voilà. Alors nous parlons de la France, certes. On focalise un petit peu sur la France, parce que c'était une accroche, un angle d'attaque, bien sûr. C'est aussi le pays des droits de l'homme, entre guillemets, donc c'est assez croustillant. C'est aussi parce que la France, comme le rappelait Dianette, a été épinglée officiellement par un rapport de l'ONU rendu entre 2002 et 2003, par un enquêteur qui était venu enquêter, un rapporteur intègre de l'ONU, entre 2002 et 2003. Et ce rapport a été foutu à la poubelle, non seulement par la France, mais aussi par l'ONU, bien sûr. L'ONU que l'on retrouve aussi dans la révolution du genre, puisque l'ONU et l'UNICEF ont sorti respectivement en 2009 et 2010 des ouvrages qui sont le cadre technique de l'éducation à la sexualité des enfants à l'école, qui concerne dans tous les pays affiliés à l'ONU, et qui prévoit, pour vous donner un petit exemple, la masturbation, d'inciter les enfants à la masturbation dès l'âge de 4 ans. Dès l'âge de entre 0 et 4 ans. Les standards sexuels de voilà. Même les bébés. Donc oui, le plan de propagation de la pédocriminalité, en fin de compte, est mondial, il est planétaire. C'est un véritable complot contre l'humanité qui est associable à tous les autres complots qu'il y a eu, comme la mise en scène de la pandémie, où évidemment ce sont toujours les enfants qui sont frappés en premier lieu par ces monstruosités. Alors je posais cette question au niveau international. Est-ce que vous êtes rapproché d'organismes, par exemple suisses, qui s'occupent de la défense de l'enfance? On a notamment le CID, le Comité international de défense de l'enfant à Lausanne. Est-ce que vous avez des choses à dire à ce sujet? Oui, on a pris contact avec le CID. Et Georges Glatz, puisqu'il a été très actif il y a 20 ans en arrière, quand il y avait cet exode de mères françaises qui fuyaient la France pour se réfugier en Suisse. Et on va voir si on va pouvoir travailler ensemble. On attend la suite. Alors, nous avons eu un accueil de la part de cet homme admirable, Georges Glatz, des plus chaleureux. C'est vraiment quelqu'un de très bien.
nous avons pu rencontrer une personne de son staff, un jeune homme qui est aussi quelqu'un de très très bien, Johan Foulquier, qui est secrétaire général. Nous sommes restés, en fin de compte, l'objet de notre visite, c'est ce projet que nous avons ensemble, cher François, dont je pense que nous pouvons parler aujourd'hui un peu en exclusivité. Justement, quels Voilà. sont vos projets à la suite de Eh ben, toute cette affaire? C'est d'organiser donc une conférence internationale ici en Suisse très prochainement sur le thème de la protection institutionnelle de la pédocriminalité, de la terreur d'État donc, qui règne en l'occurrence en France, en rebondissant sur le traitement odieux, scandaleux qui a été fait judiciairement à Priscilla Majani, en sachant quand même que les autorités suisses qui, tu les remercies d'avoir protégé Camille, ok, ont été complices tout de même de du sort subi par Priscilla Majani, Oui. puisqu'elle n'aurait jamais dû être extradée. Absolument. Voilà. Donc il y a là un scandale pour lequel il faut faire un arrêt sur image. Donc l'idée de notre réunion, de notre prochain événement, conférence de presse internationale, et aussi de mettre les pieds dans le plat, d'interpeller les autorités suisses politiques et judiciaires sur ce qui est arrivé à Priscilla Majani. Parce que cette décision de refuser la protection de l'État suisse à Priscilla Majani, dans ce cadre-là, violait les conventions internationales de la Haye en matière de l'intérêt supérieur de l'enfant, violait les conventions internationales des droits de l'homme, ainsi que le code pénal, je pense aussi bien en Suisse qu'en France. Donc là, il faut vraiment les interpeller, leur dire qu'il n'est plus tolérable que des mamans protectrices, que des parents protecteurs contraints par état de nécessité à fuir la terreur d'État de France en l'occurrence, soient emprisonnés, séparés de leur enfant, livrés à l'État terroriste de Macron en l'occurrence, dans telles conditions. Voilà. Et nous mettons les pieds dans le plat, c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes détestés cordialement par la plupart des grandes associations se disant protection de l'enfance, parce que justement depuis le début nous dénonçons cette terreur d'État pro-pédocriminel de France, nous dénonçons cette protection institutionnelle de la pédocriminalité et ce plan de propagation de la pédocriminalité. Nous lançons l'alerte vers les parents protecteurs essentiellement et ceux susceptibles de l'être, que s'ils comprennent que leur enfant est victime de viol ou d'agression sexuelle en milieu intrafamilial ou extrafamilial, il ne faut surtout pas saisir la justice française, qui est un service d'inquisition à la solde de la franc-maçonnerie, du plan de propagation de la pédocriminalité, parce que ça va se retourner contre eux, mais qu'il faut au contraire sauver l'enfant, saisir le cadre légal de l'état de nécessité, prendre le maquis et essayer de tenir jusqu'à la majorité de l'enfant. Voilà, donc on est donc copieusement détesté par tous les pseudo leaders de la protection de l'enfance parce que nous tenons ce discours. Et ce discours-là, donc grâce à toi, cher François, nous allons le tenir publiquement devant un pupitre sur la scène internationale pour voir aussi quelles sont les associations en France, en Suisse, qui veulent bien enfin reconnaître cet état de fait, cesser l'autocensure et les discours collaborisme, de dire oui, il s'agit de carences judiciaires, de manque de moyens des magistrats ou d'errements politiques, où nous allons engager des réflexions pour changer les lois. Les lois sont absolument parfaites, il n'y a pas besoin de les changer, il suffit de les appliquer. Donc nous allons mettre les pieds dans le plat et grâce à toi faire cet événement. Et l'objet donc de ce petit passage en Suisse pour cet événement a été transmis à M. Georges Glatz, directeur, président et fondateur du CID, et nous attendons une réponse pour savoir si, comme nous l'espérons, il sera avec nous sur ce pupitre, ou parmi les invités, ou parmi le public, s'il accueille favorablement cette initiative. Ainsi que la même démarche sera faite, malgré tout, à toutes les associations se disant protection de l'enfance que nous avons déjà épinglées. Ce n'est pas la peine qu'on les nomme ici. On a fait le tour pendant ces 15 ans de vie clandestine absolument ubuesque.
je vous garantis qu'en France, il n'y a pas une association se prétendant de la protection de l'enfance qui ne soit pas au service du système. Oui. Et c'est normal. Oui. Les avocats, les associations, les hommes politiques ou ceux qui se prétendent s'insérer dans le jeu truqué de la politique, tout ce petit monde-là tourne sur un échiquier truqué dans ce système qui a vocation, formellement, de détruire l'enfance. Ça veut dire que cette problématique que nous avons aujourd'hui, eh bien, il faut la rendre publique. Il faut faire reconnaître, faire comprendre une bonne fois pour toutes que ce qui menace en France, par exemple, et dans les autres pays civilisés, comme tu l'as fait remarquer, ce n'est pas seulement un prédateur ou des réseaux prédateurs. C'est le système, la première menace de l'enfant dans le monde civilisé d'aujourd'hui, c'est le système qui favorise la pédocriminalité, qui protège les pédocriminalités, qui, par exemple, applique la terreur d'État dans d'autres volets, les 11 injections obligatoires de prétendus vaccins pour les enfants, pour qu'ils puissent être scolarisés avec 76 souches vaccinales différentes. C'est, comme je disais tout à l'heure, la révolution du genre à l'école, avec des ateliers de trans-choses qui viennent s'exhiber devant les enfants pour que ceux-ci, complètement perturbés, rentrent à la maison le soir en disant « Maman, je ne sais plus si je suis une petite fille ou un petit garçon. » Et peut-être que, comme l'a dit le monsieur ou la dame, enfin, qui était entre les deux, il va falloir que j'ai un traitement pour changer de sexe. C'est ça, c'est donc toutes les abominations qu'il y a en France. Il y a une véritable terreur d'État et c'est une problématique civilisationnelle qu'il faut reconnaître aujourd'hui et que nous allons donc mettre en lumière. Est-ce que vous avez connaissance de trafic d'organes d'enfants, par exemple, ou de snuff movie, de films où on filme la mort d'enfants et de bébés? Bien sûr. Ça, c'était le contenu des CD-ROM de Zandvoort sur lequel on a fait un reportage en 2008, qui a été publié en 2010. Donc malheureusement, sur ces CD-ROM qui ont été retrouvés par Marcel Verwoezem, le détective belge à l'époque, il y a aussi ces atrocités-là, ça va jusqu'à là. Hein. Nous avons effectivement eu à voir quelques-unes de ces abominations lors de notre enquête. C'était dans les tout premiers temps de notre cavale, lorsque nous étions allés interviewer Marcel Verwoezem, le détective privé feu à son âme, qui avait mis la main sur le premier CD-ROM de Zandvoort, puis sur les 20 autres CD-ROM de Zandvoort. Nous avons pu louvoyer entre les barrages et atteindre cet homme pour l'interviewer entre 2 incarcérations, et avant qu'il meure de ces incarcérations. Il nous a révélé des choses terribles que nous avons publiées dans un documentaire qui s'appelle « Les réseaux de l'horreur », et nous avons eu entre les mains des documents atroces avec effectivement des viols collectifs, des tortures avec actes de barbarie d'enfants, des mises à mort d'enfants, de bébés. Et nous avons eu entre les mains le genre de documents que Georges Glatz, de son côté, avait reçu en 1999 de la part d'une femme, Gina Bernard, qui a été assassinée. Et ça fait depuis toutes ces années que nous, de notre côté aussi, nous essayons de faire savoir que ce qu'il y a derrière le problème de la protection de l'enfance, ce n'est pas seulement l'abomination des viols d'enfants, la pédocriminalité, c'est effectivement ce dont tu parles, c'est les trafics d'organes organisés, couverts par l'État français en l'occurrence. C'est les trafics de snuff movies qui sont un commerce probablement des plus juteux qui existent sur la planète, parce que les tarifs montent en fonction de l'abomination des mises à mort, des tortures. Plus la barbarie est poussée dans les viols collectifs, la torture et la mise à mort d'un enfant ou d'un bébé, plus le prix monte. Ça, c'est la réalité de la face cachée de notre imposture sociétale qu'il faut dénoncer une bonne fois pour toutes. C'est une réalité, il ne s'agit pas de complotisme. Les trafics, en fait, l'enfant est une proie qui est utilisée sous toutes les déclinaisons possibles, et c'est ça que couvre en l'occurrence, entre autres, l'État français. Ça va jusqu'au trafic d'adrénochrome, c'est-à-dire que des enfants sont égorgés, saignés régulièrement, toutes les semaines, un peu partout dans toutes les régions de France, pour ne parler que de la France, pour en tirer la substance adrénochrome, c'est-à-dire que le sang, lorsqu'une victime
est mise au supplice via des tortures, il y a une montée d'adrénaline qui change la formule sanguine. C'est pour ça qu'on parle d'adrénochrome. Et cette formule du sang a des capacités régénérescentes absolument extraordinaires. Paraît-il, pour ces détraqués, pour ces monstres qui boivent du sang d'enfants torturés. Bien, nous avons effectivement connaissance de tout cela. Nous en avons absolument assez de tourner en rond dans notre coin sans pouvoir en parler sur la scène internationale. C'est ce qui était intéressant concernant les CD-ROM de Zandvoort, c'est que pour une fois, certains parents ont trouvé des photos du viol de leurs enfants. Ils avaient donc les preuves. Ouais. Donc amener ça en justice, il ne faut pas croire qu'ils ont obtenu justice. Non. Quand on voit le traitement qui a été fait avec ces CD-ROM et les personnes concernées, on a tout compris. C'est-à-dire qu'il ne faut plus jamais attendre justice de l'institution judiciaire. Parce que même si vous avez les preuves, même si on a les photos, c'est inimaginable que la justice, malgré tout ce qu'on a, on a les preuves du violeur et de la personne violée en gros plan, et on n'a pas gain de cause. C'est inimaginable. La juge Danielle Ringot a clôturé l'affaire. Alors il faut savoir qu'il y avait officiellement 81 familles, 81 familles françaises concernées, ayant reconnu les enfants sur les documents qui avaient été révélés, entre autres partiellement par le CID à l'époque. Et la juge Danielle Ringot, qui a clôturé l'affaire de ces collectifs avec 81 enfants, qui avaient été concernés, donc 81 familles, a décrété que dans tous les cas, il s'agissait de sosie. Oula. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir. Il s'agit de sosie. Parce que souvent, des fois, dans ces affaires-là, quand il s'agit des mamans qui découvrent l'horreur de leurs enfants et tentent de faire une action en justice, on leur dit, mais vous n'avez pas de preuves. Hein? C'est classé sans suite parce que vous n'avez pas de preuves. Alors cherchez les preuves. Non, mais il faut savoir, même si on a les preuves, on ne va pas obtenir justice. Et qu'est-ce qu'elle est devenue, cette juge? Danielle Ringot, on ne sait pas. J'aimerais rebondir sur ce que vient de dire ma chérie, qui est absolument vrai. C'est un des premiers grands arguments de la justice. Des imposteurs se prétendant acteurs judiciaires, d'ailleurs à peu près à toutes les étapes du mécanisme judiciaire. Ça peut être quand la maman va voir un gendarme pour déposer plainte. Eh bien, on balance, non mais vous n'avez pas de preuves, madame, ou monsieur, ou messieurs, dames. Donc on clôture l'affaire, voilà, circulez, vous ne vous intéressez pas. Mais il faut quand même savoir que non, c'est pas comme ça que ça marche, le système judiciaire. Le système judiciaire, j'ai été gendarme quand même pas très longtemps, mais assez longtemps pour savoir comment ça fonctionne, il est très bien fait comme nos lois. C'est-à-dire que c'est à la justice à partir du moment où tu viens déposer une plainte pour viol sur mineur par ascendant direct ou par acteur extérieur, mais c'est à la justice de rechercher les preuves. Oui, de faire une enquête. La justice doit déclencher tout un mécanisme qui est prévu par les textes de droit, qui est lourd, qui est complexe, qui prend du temps. C'est pour ça qu'on rigole bien, parce que dans l'affaire Priscilla Majani, il y a eu un non-lieu rendu en 48 heures. Juste, le seul acte qu'il y avait eu, c'est l'audition de M. Alain Chauvet, qui a été reçu, bien sûr, avec le tapis rouge au commissariat de hier, et qui est sorti, alors il n'était même pas témoin assisté, et voilà, M. Chauvet, ah non, mais il a dit que tout allait très bien, donc tout va très bien, donc l'affaire est clôturée, en 48 heures. Donc non, l'institution judiciaire, elle doit déclencher une machinerie normalement bien au point, il y a tout ce qu'il faut pour ça, déclencher des enquêtes qui prennent du temps, et ça prend beaucoup, c'est très délicat, et très chronophage d'interviewer un enfant, c'est pas d'interviewer, de l'auditionner, de lui faire sortir la quintessence de ce qu'il a à dire. Moi, j'ai été confronté à ce cas, notamment avec Vincent, quand j'essayais d'aborder la question, il se mettait à pleurer. Bon. Et moi, je ne suis pas un spécialiste. Et ça fait dire au magistrat, ah, l'enfant n'a rien à dire. La preuve, allez, on clôture l'affaire. Donc, c'est très long de faire sortir... pardonnez-moi cette façon de parler, vulgairement les vers du nez d'un enfant pour qu'il explique ce qui lui est arrivé. Et la justice, donc, est censée prendre son temps, déclencher toutes les mesures pour assurer ce qui s'appelle la manifestation de la vérité, d'une part,
et en parallèle, dans ces cas, assurer l'intérêt supérieur de l'enfant, la protection, la mise sous protection du petit témoin dans une affaire criminelle, parce que le viol d'enfant, ce sont des affaires criminelles, il s'agit de crimes, et par principe de précaution, qui est une notion de droit. Et il ne s'agit pas de dire, comme le disent les magistrats, mais oui, mais si on déclenche une enquête, on viole la présomption d'innocence. Ça fait encore partie des crapuleries de ces gens-là, parce que le système judiciaire est très bien fait. Il y a effectivement le secret d'instruction. Donc les magistrats peuvent déclencher une enquête qui prendra le temps qu'il faut. Et le présumé innocent sera protégé de toute éclaboussure le temps de l'enquête. Par contre, le principe de précaution exige que l'enfant ne soit pas mis en confrontation, quelle qu'elle soit, donc surtout pas remis à celui qui dénonce comme étant son violeur dans le cas d'une garde alternée. Voilà, c'est le seul préjudice qu'il peut y avoir. Et c'est là où on voit bien d'ailleurs toute l'imposture, c'est qu'ils prétendent devoir clôturer immédiatement une affaire de viol d'enfant, par ascendant en l'occurrence, au principe de la protection de la présomption d'innocence. Mais quel est le préjudice entre un papa, par exemple, qui risquerait d'être privé de voir son enfant le temps d'une enquête, et le préjudice de l'enfant s'il était remis à celui qui se révélerait être le prédateur? Posons-nous cette question-là dans le cas de l'affaire de Priscilla Mageni. Si elle n'avait pas trouvé le courage de partir en clandestinité, si elle n'avait pas pu tenir, si elle ne nous avait pas croisés d'ailleurs en passant, il faut qu'on se mette nos médailles nous-mêmes, qu'est-ce qui serait arrivé si elle n'avait pas eu l'intelligence de trouver le moyen après en Suisse de scolariser son enfant, de tenir aussi longtemps pour que Camille ait 17 ans aujourd'hui et soit protégée par la Constitution suisse? Si en 2011, Priscilla Mageni n'avait pas pris cette décision, que serait-elle devenue, elle, et surtout que serait devenu l'enfant? Elle sera partie en asile psychiatrique. Et puis l'enfant aurait été une offrande Voilà. au prédateur. Et là, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, eh bien, ce sont, oui, des cas comme ça. Nous avions connaissance depuis le début d'innombrables cas, et c'est comme ça tous les mois. Il y en a des dizaines et des dizaines qui arrivent, de nouveaux cas, où les associations prétendues de la protection de l'enfance incitent les mamans ou les parents protecteurs à tourner sur l'échiquier truqué de la justice, à se faire épuiser énergétiquement et financièrement avec des baveux qui, bien évidemment, font jeu du système, parce que sinon, ils ne seraient plus avocats, puisque c'est le système lui-même qui est maléfique. Bon, je pense que vous avez raison de soutenir ce cas comme un cas d'école, un exemple de succès quand même partiel, et de demander plus, c'est-à-dire déjà la libération de la maman. Comme vous l'avez dit, l'accusation morale a été levée par les juges eux-mêmes. Les Français ont jugé qu'il n'y avait plus l'implication morale de la maman, donc il n'y a plus de raison de la garder en prison. Oui, le jugement Il n'y a pas de calomnie, il n'y a pas de diffamation. Ils ont eux-mêmes nettoyé la maman de cette soi-disant tâche qui n'existe pas. Donc elle n'a fait que son devoir, c'est protéger son enfant. Exactement. C'est incompréhensible qu'elle soit encore en prison. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que quand on connaît ce véritable contexte sur lequel nous tentons d'alerter la collectivité depuis si longtemps, oui, c'est logique, puisque nous avons affaire à un système, un service d'inquisition, hélas. C'est ça, mais il faut le démontrer, il faut le mettre en lumière. Alors voilà, nous sommes là pour ça. Voilà aussi l'objectif de cette conférence internationale dont vous parliez avant, que vous allez organiser bientôt. Alors nous, on est à disposition de toute bonne volonté qui veut se joindre à cette action, qui peut avoir lieu en Suisse, à Genève ou à Lausanne ou ailleurs, avec les personnes qui voudraient nous rejoindre. Je crois qu'on a le devoir de vous soutenir, vous montrer l'exemple depuis des années. Depuis combien d'années? En ce qui nous concerne, chérie, Ça fait 17 ans, on est ensemble, donc ça fait 16 ans. 16 ans, ben, c'est un bail. donc 16 ans, avec 14 années passées en clandestinité entre diverses incarcérations et 12 ans de clandestinité d'une seule traite, à l'occasion de laquelle, cette période de clandestinité, nous avons donc mené des enquêtes, dont l'affaire Priscilla Mageni, Camille, que nous avons révélée, au milieu d'autres affaires. Oui, voilà, donc, et puis, on disait aussi dernièrement, pour Georges Glad, c'est un combat qui dure depuis beaucoup plus longtemps que ça, 25 ans, il me semble. Lui, il est à la tête du site depuis 30 ans.
l'affaire des CD-ROM de Zandvoort avec le rapport spécial de l'ONU, c'est 20 ans en arrière. Voilà. Il n'y a aucune avancée depuis. Et au point où nous sommes maintenant, il faut démystifier la notion de clandestinité parce que c'est un peu comme un thème tabou. Il ne faut surtout pas parler de clandestinité. C'est comme si on touchait à quelque chose. Oh mon Dieu, c'est pas possible de parler de ça. Mais seulement, on ne peut pas dire autre chose. Malheureusement, on est à ce point de pouvoir conseiller que ça. Et dans le cas de Priscilla Majani, justement, ça lui a été salutaire. Voilà. Et surtout à sa Et c'est fille. pour ça ça a été positif et la fille est sauvée. Alors justement, j'aimerais quand même voir le côté positif de cette affaire qui est un cas d'école. C'est qu'il y a quand même une avancée positive dans la mesure où cette fille reste dans le canton de Vaud. Elle va bientôt être majeure. Elle a le droit de porter plainte contre son prédateur, ce qu'elle a fait. Donc il faut l'encourager, la soutenir, et puis sauver sa maman, qui est de manière injuste en prison. Je pense que on peut avoir un retournement de situation avantageux pour la maman d'ici pas très longtemps. Ça, on a bon espoir malgré tout, parce que là, tout l'intérêt de ce remue-ménage que nous sommes aussi revenus faire, que nous faisons autour de l'affaire Camille, bah, c'est d'en mettre le nez dans leurs excréments, hein, à ces braves autorités politiques et judiciaires, en définissant bien la situation actuelle de Priscilla Majani. Je vais faire une parenthèse. Je vais encore, pardonnez-moi pour les répétitions, les magistrats eux-mêmes, lorsqu'ils ont rendu leur verdict et qu'ils ont supprimé la notion, donc l'accusation de dénonciation calomnieuse, dénonciation mensongère, ils ont en fin de compte de fait supprimé l'élément moral de l'infraction de soustraction de mineurs, puisqu'il faut, pour toute infraction contraventionnelle, délictueuse ou criminelle, réunir 3 éléments constitutifs. L'élément légal, l'infraction doit être prévue dans les textes de droit, c'est le cas. L'élément matériel, il y a dû y avoir, par exemple, dans ce cas, un déplacement de l'enfant en dehors d'une frontière, quelque chose comme ça, ou loin du système judiciaire, ok. Et l'élément moral. Or là, l'élément moral, depuis le début, les magistrats ont essayé, les ignobles en robe noire, ont essayé de coller à la mère le fait que si elle avait fait ça, c'était pour nuire à son ex-mari et que c'était une machination. Ben, en supprimant la notion de calomnie mensongère et dénonciation calomnieuse et dénonciation mensongère, du coup, comme je disais dernièrement, ils reconnaissent implicitement que la maman a agi de plein droit et de parfaite bonne foi, en ayant recueilli la parole de son enfant, en ayant cru et en ayant agi de plus en état de nécessité, vu la carence du système judiciaire qui n'a pas fait ce qu'il fallait à ce moment-là. Et cette affaire-là, oui, elle est positive, bon, dans ce sens-là, donc oui, avec la pression que nous allons rajouter, la mère, Priscilla Majani, je pense, ne devrait plus rester très longtemps en prison. Maintenant, il faut se passer la tête sous l'eau froide. Il faut revenir sur cette réalité que c'est un cas d'exception. C'est une victoire d'un enfant sauvé. À voir s'il ne risque pas encore quelque chose. D'ailleurs, si on a peu de temps pour en parler, on pourra aborder cette question-là. Mais dans 9 mois, Camille, techniquement, effectivement, est définitivement hors d'atteinte. Il y a tout ce crime contre l'humanité derrière nous, à travers une affaire comme celle-ci, qu'il faut dénoncer. Et pour que nous ayons d'autres victoires magnifiques comme celle de Priscilla Majani, eh bien, il faut que la collectivité aide cette communication pour faire savoir non, terreur d'État, c'est plus la peine de discuter. Ça, nous l'avons prouvé, on ne va pas réinventer la roue en permanence. Ça fait 25 ans, 30 ans que cela est démontré suite à des incidents, des dérapages accidentels. Terreur d'État, protection institutionnelle de la pédocriminalité, CQFD, la seule chose à faire, c'est de prendre le maquis. La notion de clandestinité, on emploie ce mot, c'est un peu désagréable parce que quand on regarde dans le Petit Larousse, clandestin, clandestinité, c'est hors la loi. Or, une maman qui prend le maquis, c'est pour ça que ma chérie parle de démystifier la notion de clandestinité, c'est légal. C'est couvert par le droit pénal. État de nécessité, arrêt des jeux. Voilà. Et il faut donc inciter tous ceux qui prétendent être de la protection de l'enfance ou qui veulent l'être, à avoir le courage de reconnaître cet état de fait, à avoir le courage de dire, moi, en tant que président d'association, je ne peux rien faire, parce que mon association, de fait, elle fait partie de ce système maléfique.
comme un avocat. La seule chose que nous puissions faire, c'est de conseiller les parents protecteurs ou ceux susceptibles de l'être, quand ils ont un doute trop fort ou même la certitude que leur enfant est violé, de prendre le maquis. Voilà. Et la collectivité doit s'organiser, il doit y avoir une vraie prise de conscience autour de cette réalité pour qu'il y ait aussi un élan de solidarité générale, qu'on comprenne que nous réveillons dans un cauchemar analogue de celui d'il y a 80 ans en arrière, avec des collabos d'un côté qui sont à peu près 80% de la population, qui se tournent au gré du vent, qui nous disent « complotisme ». Non, non, vous êtes complotistes. Tout se passe très bien, les magistrats manquent de moyens, c'est tout. Et au milieu de ça, des enfants qui sont brisés. Oui. Voilà. Systématique et généralisé, quand Voilà. même. Hein. Donc, si on regarde les choses positivement, je crois savoir que Georges Glatz du CID est allé à Aix, donc il s'est impliqué personnellement quand même. Tout à fait. Il comprend les enjeux de ce combat. Et je crois savoir qu'il serait bon de trouver des pays qui offrent une espèce d'asile politique à ses parents en souffrance et aux enfants en souffrance. Donc on peut imaginer, on fait un appel en fait public, international, qui est capable d'organiser des filières de sortie de cet enfer pour les enfants. Rejoignez-nous, ouvrez des portes, offrons des refuges, comme dans le passé, la Suisse était un pays de refuge. Exactement. Il y avait des milliers de personnes qui ont rejoint la Suisse, qui ont fait d'ailleurs la richesse de la Suisse. On se réfugie en Suisse. C'est ce qu'il faut faire. Il faut ouvrir plusieurs pays, plusieurs filières, plusieurs asiles politiques, car effectivement, on a une terreur d'État dans certains pays, nombreux pays, trop nombreux pays, que les instances internationales élargissent avec leur politique de centralisation mondiale à la chinoise, à l'ONU, l'UNICEF, l'OMS, Davos, etc. D'ailleurs, il faut effectivement revoir la position de la Suisse concernant tous ces cas-là, parce que depuis l'exode qu'il y a eu dans les fins des années 90, autour de 2000, c'était plus possible d'un ressortissant de l'Union européenne, par exemple, de trouver refuge, l'asile politique en Suisse, parce qu'il disait automatiquement que c'était des pays sûrs. Hein, parce que c'est quoi un pays sûr? Déjà, tout ça à revoir. Parce que est-ce que c'est que autour des notions de droits de l'homme que se définissent des pays sûrs? Ou est-ce qu'il ne faudra pas inclure le droit de l'enfant aussi pour voir si on peut vraiment considérer que la France, par exemple, est un pays sûr? Tout ça à revoir. Je crois que depuis 2-3 ans, on voit la chute de l'état de droit. Il n'y a quasiment plus d'état de droit. Donc il faut ouvrir les yeux, être lucide. Tout est à revoir, honnêtement, pour reconquérir la liberté que nos ancêtres nous avaient confiée et qu'on est en train de perdre si on ne se bat pas et si on ne résiste pas. Oui. Donc c'est pour ça qu'on vous aide. Je crois que c'est bien de faire cette conférence de presse internationale, ouverte à toutes les bonnes volontés, pour défendre cette liberté, et d'abord les enfants, qui sont des victimes innocentes. Si on n'est pas capable de défendre nos enfants, il ne reste plus grand-chose comme barrière à l'horreur et à la barbarie. Et il ne reste plus grand-chose de notre humanité. Voilà. Et j'apprécie beaucoup que tu emploies ce mot « résistance » qui, dans ta bouche, veut dire quelque chose. C'est une notion qui est tellement galvaudée de nos jours, parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on a bien compris de quoi il s'agit, simplement en matière de protection de l'enfance, eh bien, tous ceux qui osent encore nous parler de notions comme la dissidence ou la résilience, mais c'est une abjection sémantique. Il faut parler de résistance avec un grand R, exactement comme nous en parlions il y a 80 ans en arrière. Et du reste, à cette période-là, ceux qui commençaient à se poser les questions en voyant des juifs, des gitans, des tziganes qui étaient déportés, disaient « j'ai bien peur qu'ils ne reviennent pas ». Ces gens-là étaient traités de complotistes. Hein? C'est historique, c'est de là que vient ce néologisme pour botter en touche dès qu'on commence à aborder des sujets trop sensibles qui démasquent l'ennemi satanique ou luciférien. Complotisme, ça vient de là.
Mais finalement, j'ajouterais aussi qu'il s'agit aussi de donner corps à l'amour, si on l'a encore dans le cœur. Parce qu'il faut que ça se concrétise en action. Toute notre conscience qui, soi-disant, se réveille, il faut aussi faire des actes qui correspondent à ce qu'on a dans le cœur, si on l'a encore dans le cœur. Et ça s'appelle résistance, amour, on peut l'appeler comme on veut, hein, mais c'est juste la vérité et la justice, en réalité. Alors Chloé, est-ce que tu as encore des questions? Moi, j'aimerais savoir comment les gens qui nous écoutent peuvent vous soutenir, si elles le souhaitent, dans ce combat qui est le vôtre. Puis-je commencer à répondre? Oui. Vas-y. Le premier soutien, voilà, encore une fois, excusez-moi, j'ai 55 ans, donc je commence à radoter, c'est de nous aider à faire reconnaître cette réalité insoutenable, insupportable. Nous avons fourqué notre vie en l'air pour que ça sorte. On est toujours en vie, c'est un vrai miracle. Eh bien, nous avons besoin de votre aide, de l'aide de toute la collectivité, de tous les gens de conscience de tous bords, pour qu'on ne puisse plus jamais remettre le couvercle là-dessus et oser prétendre que la France est encore un pays sûr, qu'il y a encore un état de droit, qu'il s'agit de dysfonctionnement judiciaire, d'errance politique et que les magistrats manquent de moyens. Mais qu'on ne parle plus que de terreur d'État et de protection et de propagation institutionnelle et d'État de la pédocriminalité. Voilà la première chose que l'on peut faire. Chose, donc, ouverture de la boîte de Pandore. Voilà. La deuxième chose, c'est que les gens réveillent leur humanité, leur courage et aident les parents protecteurs qui ont besoin d'une aide plus précieuse que tout à protéger et à sauver leurs enfants. Voilà. Là, pour le moment, on est très soft. On ne parle que de soustraire l'enfant à la menace. Mais puisque nous devons avoir recours à l'autojustice. Le débat que je lance est très fort. Nous avons bien compris que nous avons affaire à une imposture sociétale, pour ne pas dire civilisationnelle, profondément, foncièrement satanique. Et nous devons restaurer notre droit de justice et de protection de l'enfance. Donc nous avons le devoir d'avoir recours à l'autojustice pour protéger nos enfants. Jusqu'à présent, nous ne parlions que de soustraire l'enfant à la menace. Le prédateur, le réseau de prédateurs, le système qui protège le réseau de prédateurs, etc. Puisque c'est au système qu'il faut protéger l'enfant, que le système en question est la première grande menace de l'enfant à bien des égards. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une autre réflexion qu'il va falloir se poser. Est-ce qu'il faut continuer à fuir la France ou est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir penser à libérer la France? J'étais un peu long dans ma première réponse que je souhaitais te donner à cette question. Je voulais savoir si les gens voulaient vous apporter un soutien financier également, comment ils peuvent s'y prendre. De temps en temps, sous les vidéos que nous faisons, les petites vidéos sur YouTube, de temps en temps, je laisse le compte bancaire. C'est bien. Donc c'est toujours le même depuis des années. Stan, j'aimerais rajouter quelque chose. J'ai fait une année d'hospitalisation. Et j'ai beaucoup fréquenté les infirmières. Les infirmières, c'est des perles qui m'ont soigné de manière extraordinaire. Et elles ont une démarche réflexive, professionnelle en tant qu'infirmière. Et je pense que certaines professions peuvent nous enseigner à améliorer la situation dramatique dans laquelle se trouvent les malades, les mourants, et dans notre cas, les enfants et leurs mamans. Je crois qu'on peut s'inspirer de cette démarche réflexive infirmière qui est diffusée dans le canton de Vaud à Cuilly par un institut. Je crois que vraiment, on peut apprendre à faire tout ça dans la paix. Le patron de la Suisse, c'est Saint-Nicolas de Flue, qui est en même temps le patron de la paix mondiale. Alors c'est bizarre, il y a un patron de la paix mondiale, mais personne ne l'invoque. C'est un brave Suisse qui avait 10 enfants, qui a établi des règles toutes simples. Comment avoir la paix dans le monde? Il faut commencer par avoir la paix dans son cœur. Oui. Comme disait Jeannette, il faut l'amour. Mais déjà, il faut s'aimer soi-même. Il y en a qui rendent la peine. Et puis ensuite, il faut aimer son prochain, hein, ceux qui sont là. Et puis le prochain du prochain, et puis s'élargir. Et si tout le monde pratiquait cette paix du cœur
eh bien, on n'aurait pas tous ces malheurs. Il faut se dire que tous ces prédateurs, c'est des gens très malheureux, en fait, qui souffrent horriblement, je pense. J'ose pas croire que c'est des monstres froids et cyniques. Non, je crois qu'il y a un fond d'humanité en toute personne. Il faut leur ouvrir la porte sur le bonheur, sur l'amour, comme disait Jeannette. Bien sûr qu'on a besoin de sous pour aider Stan et Jeannette. Bien sûr qu'on a besoin d'entraide avec d'autres organisations, d'autres personnes de bonne volonté qui peuvent se joindre à Jeannette et à Stan. Mais il faut déjà commencer par soi-même. C'est pas si facile que ça de passer de la tête au cœur. Hein. C'est un chemin qui paraît court en distance, mais qui demande beaucoup d'efforts personnels. Donc il ne faut pas se cacher la difficulté. Et puis écouter les autres, pardonner aux autres. Voilà. Et tu sais, François, toutes ces personnes qui paraissent des monstres aujourd'hui, qui violent les enfants, souvent, ça a été des victimes auparavant. Voilà. C'était des enfants qu'on aurait bien voulu secourir. Oui. Mais comme il n'y avait personne, il n'y avait pas de justice, il n'y avait personne pour les secourir, ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà. Et ce système se reproduit à la chaîne, ouais, par génération. progressivement. Ouais. Et si on n'interrompt pas la chaîne, ben, on n'aura qu'une société de personnes perturbées qui ne peuvent pas s'aimer eux-mêmes déjà parce qu'ils sont profondément perturbés. Et ça va être Voilà. difficile. Alors je crois que ce dont on parle, c'est tellement énorme que certaines personnes se disent « mais ils inventent, c'est pas possible qu'on viole des enfants, qu'on viole des bébés ». Moi j'ai eu souvent cette objection. Et François, tu divagues, tu exagères. Ce dont on a parlé là ce jour, pour le Suisse moyen, le Français moyen, ça paraît incroyable. Mais non, si on étudie le sujet, c'est quelque chose, comme tu l'as dit, Jeannette, qui se reproduit par génération en génération en génération depuis des siècles. Si on regarde même dans l'Ancien Testament, la Bible nous parle de Baal, Moloch, auquel on offrait des enfants vivants. Déjà, il y a des siècles et des siècles avant Jésus-Christ. Donc c'est pas, on n'invente pas ça, c'est une tare humaine. Il faut affronter nos démons intérieurs et extérieurs et puis s'unir pour s'entraider et libérer ces enfants qui souffrent actuellement. Vous savez, les enfants qui étaient enfermés par Dutroux en Belgique, ils étaient dans des caves secrètes avec des trappes. C'était pas inventé, ça existait, ça existe. Encore maintenant, l'affaire fournirait... De plus en Il plus. y a plein d'affaires atroces. Il ne faut pas fermer les yeux, il faut affronter le dragon et puis le vaincre. J'aimerais faire une petite parenthèse très rapide. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de temps encore, mais Oui, oui. quand on évoque ces affaires, Fourniret, Dutroux, Émile Louis, etc., ce sont des chasseurs de chair fraîche pour les réseaux que le système fait passer comme des prédateurs isolés. Et ce sont des affaires qui sont arrivées très accidentellement sur la scène publique, alors qu'en fait, des affaires comme ça, il n'y a que ça, puisque c'est la réalité de la face cachée, et que ces réseaux sont intouchables, comme nous l'avons vu avec l'histoire de l'affaire des CD-ROM de Zandvoort. Voilà. Voilà donc à quoi nous avons affaire. Et oui, nous parlons d'amour, c'est bien. Je pense qu'en ce qui nous concerne, on n'est pas trop mal placé pour pouvoir en parler aussi, parce que pour nous, la première preuve d'amour avec un grand A, c'est justement de restaurer son courage. Le premier courage qui est effectivement de faire face, comme tu disais, à la réalité. De ne pas botter en touche en disant non, c'est du complotisme, non, je ne veux pas le savoir, non, ça ne peut pas être vrai. Ça, c'est de la lâcheté. Parce qu'effectivement, quand l'être humain prend conscience de l'abomination de son quotidien, de la face cachée du système, il ne peut qu'avoir cette réflexion, si c'est un être humain, de quelle façon puis-je, jusqu'à la fin de ma vie, interagir pour que cet enfer ne se répande pas sur la planète. Et donc, c'est bien pour ça que les gens sont très majoritairement lâches et refusent de voir en face cette réalité que nous dénonçons encore et encore. Et grâce à vous, avec votre aide, on vous en remercie du fond du cœur. Alors, Stan et Jeannette, j'aimerais vous dire, ici, on est attaqué par ces milieux satanistes lucifériens. On a des milliers de francs de frais pour nous défendre contre des attaques même juridiques,
terrible de la part de ces milieux, notamment de l'Église suisse de Satan, qui ont leur site officiel sur YouTube. Alors nous, nos émissions sont censurées, nos chaînes sont censurées, alors qu'on dit que la vérité en faveur des plus faibles. Eh bien, eux, ils nous agressent, ils nous attaquent, ils ne sont pas du tout censurés, au contraire, ils sont favorisés. Dans le moteur de recherche Google, ils sont favorisés. Agora TV News est quasiment éliminé avec des références qui nous font passer pour des conspirationnistes ou des complotistes. Mais l'Église suisse de Satan, Swiss Church of Satan, et ses adeptes ont pignon sur rue quasiment. Ils sont soutenus par la certaine magistrature de certains cantons, malheureusement. D'autres cantons nous protègent. Donc heureusement qu'on est en Suisse. Il y a quand même un fédéralisme protecteur. Mais nous vous accueillons, nous vous comprenons parce que nous-mêmes, nous sommes victimes ici. Donc je lance aussi un appel d'entraide. L'union fait la force. La devise suisse, c'est un pour tous, tous pour un. Donc nous sommes pour vous. Pour vous. Un pour tous, tous pour un. C'est un peu normal, hein, on a tous le même problème. Voilà. Dans un monde où l'inversion des valeurs règne, c'est tout à fait normal qu'on nous présente nous comme des complotistes ou encore des criminels quand il s'agit de la protection de l'enfance. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci pour votre franchise, pour votre courage, pour votre investissement et pour votre abnégation dans ce combat de la vérité qui continue. On compte sur vous. L'événement sera très attendu, la conférence de presse. On vous donnera des nouvelles sur la date choisie, le lieu, et puis la vérité gagnera. Puis je me permets déjà d'avancer. Je crois que nous avons déjà plus ou moins fixé une date. Peut-être qu'on peut en parler. Alors, oui, bien sûr. Si tu as la date. Évidemment. Et on va voir si tout colle. Donc les gens qui sont déjà intéressés, les présidents d'associations qui veulent se joindre à nous, il y aura peut-être une prolongation le dimanche, le lendemain. Voilà, et nous aurons l'honneur d'avoir comme président de séance de cette conférence Monsieur François de Siebenthal, grand résistant suisse. Voilà, je viens de l'apprendre, je vous remercie de votre confiance. Je vous recommande de liker cette vidéo, ça veut dire de l'aimer en cliquant sur la petite icône, surtout de rajouter des commentaires positifs, ça nous encourage dans notre travail, et de nous aider dans cet effort commun de cette conférence de presse internationale au mois de février. Donc appel à toutes les bonnes volontés, vous êtes tous les bienvenus, soit comme intervenants, soit comme participants, comme multiplicateurs de cette lumière pour le bien des plus faibles. Merci. Merci François. Merci, François. Merci Chloé. Merci Agora Chloé, TV merci. de nous avoir donné la parole parce que c'est ce qui est primordial maintenant qu'on trouve des solutions autres que la clandestinité pour tous ces enfants et toutes ces mères. On a besoin d'une solution pour la collectivité. Très bien. Merci à tous. Merci à vous de nous écouter.